La pluie tombait sur Millbrook, depuis avant l'aube. Le genre de pluie qui ne s'annonce pas. Elle s'infiltrait simplement dans le bois et la laine, et y restait. Son odeur était celle de la pierre mouillée et de la fumée de suif, et celle du verre acide de l'herbe piétinée. Sous le ciel bas, le village paraissait plus petit qu'il ne l'était. Un amas de toits de chaume écrasé par le temps. Dans la dernière chaumière avant le moulin, le toit fuyait dans un coin. Et il fuyait là depuis 6 ans. Lynn Hale était assise près d'un petit feu. Elle raccommodait une chemise qui n'était pas la sienne, pour la femme d'un fermier, qui la paierait 4 pence si les coutures tenaient. Elle était le genre de femme qu'une pièce oubliait dès qu'elle la quittait. Pas assez jolie pour qu'on se souvienne d'elle, pas assez importante pour qu'on la regrette. Une femme que les gens ne décrivaient après coup que par ce qu'elle avait été en train de faire. Raccommoder, porter, attendre. Elle avait 25 ans et avait déjà enterré ses 2 parents. Son père, des années auparavant, dans des circonstances dont le village discutait encore à voix basse quand il pensait qu'elle ne pouvait pas les entendre. Et sa mère, l'hiver dernier, d'une fièvre qui avait emporté 3 maisons dans sa ruelle et n'avait rien épargné à aucune d'entre elles. Elle avait un talent que le monde n'avait jamais réussi à lui enlever. Ses mains étaient rapides et précises avec une aiguille. Et elle pouvait lire un grand livre de contes aussi facilement qu'un psautier. Parce que son père lui avait enseigné les 2, avant que quiconque ne lui dise que la fille d'un garde-chasse n'avait que faire de l'un ou de l'autre. La chemise était presque terminée. Elle la tint à la lumière du feu, retourna la couture, et n'y trouva aucun défaut. Et cela lui plut plus que de raison, parce que si peu de choses s'étaient bien passées cette semaine-là. Le loyer de la chaumière était dû. Le garde-manger contenait un quignon de pain et une pincée de thé, et rien d'autre qui vaille la peine d'être mentionné. Et ce matin-là, la femme du meunier lui avait dit que le manoir de Penrose engageait des domestiques pour l'automne. Plus que d'habitude, bien que personne ne puisse dire pourquoi. Et que le duc lui-même avait approuvé chaque nom sur la liste. Personne de Millbrook n'avait travaillé à Penrose depuis 6 ans. Pas depuis son père. Elle ne se permit pas de finir cette pensée. Elle plia la chemise, couvrit le feu et sortit sous la pluie pour la livrer. Parce que 4 pence, c'était 4 pence, et que le toit n'allait pas se réparer tout seul. La route vers le moulin passait par la croisée des chemins. Et à la croisée des chemins cet après-midi-là, avant que l'histoire ne continue, il y a une petite chose que vous devriez savoir, parce que tout ce qui suit en dépend. Quelqu'un observait, mais pas de près. À l'abri du vieux tilleul, de l'autre côté du pont, un homme simplement vêtu se tenait là, le col relevé, tenant la bride de son cheval d'une main nue. Et il était là depuis assez longtemps pour que la pluie ait déjà traversé son manteau. Il n'avait pas l'air d'un duc. C'était d'ailleurs tout l'intérêt. Si vous n'avez pas encore découvert cette chaîne, c'est le moment idéal pour y remédier. Abonnez-vous maintenant pour que la prochaine histoire vous trouve, tout comme celle-ci est sur le point de la trouver. À la croisée des chemins, 3 garçons de la tannerie avaient coincé un garçon plus petit contre la rambarde du pont. Il avait peut-être 10 ans, mince comme un piquet de clôture. Et il bégayait quand il avait peur, ce qui faisait rire les plus grands encore plus fort. Parce que la cruauté aime les cibles faciles, et un bégaiement est une cible facile. Son nom, bien que Len ne le sût pas encore, était Tam Ruddock, un garçon d'écurie de la cour inférieure du manoir, envoyé au village pour une course. Être surpris à découvert par des garçons qui cherchaient un prétexte depuis 1 mois. Ils avaient pris sa casquette et se la lançaient entre eux au-dessus de sa tête. Et chaque fois qu'il tendait la main pour l'attraper, il riait et reculait. Et chaque fois qu'il essayait de parler, les mots se brisaient dans sa bouche avant d'atteindre l'air. Lynette n'y a pas réfléchi. Elle a posé son panier dans la boue et a marché droit au milieu d'eux. « C'est la sienne, dit-elle. Rendez-la lui. » L'aîné des 3, un garçon costaud avec le tempérament de son père déjà inscrit sur son visage, lui a dit de se mêler de ses affaires. Que ce que les garçons faisaient entre eux ne regardait pas une couturière. Elle n'a pas haussé la voix. Elle n'a pas reculé non plus. « C'est mon affaire maintenant, dit-elle. J'en ai fait mon affaire. Vous pouvez en discuter avec moi, ou vous pouvez rendre sa casquette au garçon. » Il y eut un silence dans lequel la pluie sembla très forte. Puis le garçon costaud jeta la casquette dans une flaque d'eau. Plus pour avoir le dernier mot que par réelle concession. Et les 3 s'en allèrent en riant, dans une direction qui faisait ressembler leur rire à une victoire. Parce que les garçons de cet âge ne supportent pas d'avoir l'air d'avoir perdu.
Lynette ramassa la casquette dans la boue et en essora le plus gros de l'eau. Tam n'avait pas bougé. Ses épaules étaient remontées jusqu'à ses oreilles et ses mains tremblaient. Mais elle ne pouvait pas encore dire si c'était de froid ou de peur. « Ils font ça, dit-il. La plupart du temps, mais pas aujourd'hui, dit-elle. Viens, tu es trempé, et moi aussi. Alors nous n'allons pas discuter de la faute de qui c'est. Elle le raccompagna jusqu'au portail extérieur du manoir. Bien que cela lui ait fait faire un grand détour, et que la pluie n'ait pas cessé une seule fois, elle lui donna son propre pain de son panier, le quignon qu'elle avait gardé pour son propre souper, parce qu'il n'avait pas mangé depuis le matin, et ne l'aurait pas dit si elle ne l'avait pas demandé 2 fois. Au portail, un palefrenier sortit et la remercia. Il l'appela une bonne chrétienne et lui offrit un shilling de sa propre poche pour sa peine. Elle ne voulut pas le prendre. « Je n'ai pas fait ça pour un shilling, dit-elle. Je l'aurais fait pour n'importe quel garçon dans cette ruelle. Gardez-le. Achetez-lui plutôt un souper chaud, s'il vous plaît. Et dites-lui que sa casquette sèche mieux retournée près du feu. » Elle fit demi-tour et rentra chez elle sous la pluie avec un panier vide, sans pièces de monnaie et sans remerciement qu'elle aurait gardé. Et elle ne regarda pas une seule fois en arrière vers le tilleul près du pont. Et donc, elle ne vit pas l'homme qui la regardait partir. Debout, très immobile, sa mâchoire serrée d'une manière qui n'avait rien à voir avec le froid. Elle ne savait pas alors que l'homme simplement vêtu près du pont était Gideon Vane, duc de Penrose. Elle ne savait pas qu'il était sorti du manoir ce matin-là sans son carrosse ni son nom, comme il le faisait parfois, quand la maison devenait trop pleine des opinions de sa tante pour y respirer. Elle ne savait pas qu'il avait tout vu, la casquette, la boue, le pain donné, le shilling refusé, et que quelque chose dans sa poitrine était devenu très calme et très sûr pendant qu'il regardait. De la même manière qu'un homme devient silencieux quand il voit enfin la preuve d'une chose qu'il avait seulement espéré être vraie. Elle ne connaissait pas encore son nom. Elle l'apprendrait bien assez tôt. Et d'ici là, il signifierait déjà plus pour elle qu'elle n'aurait pu le deviner. Debout là, sous la pluie, avec un panier vide. 2 jours passèrent avant que quiconque à Millbrook n'entende que le manoir engageait une couturière. Et 3 de plus avant que la femme du meunier ne le dise à Lynn, à nouveau. Soufflé par l'honneur de porter la nouvelle que son nom avait été proposé et accepté, sans même l'avoir vu, de la main même de la gouvernante. Lynn ne comprenait pas. Elle n'avait pas postulé. Elle n'avait envoyé aucune lettre, demandé aucune faveur, ne s'était présentée à personne. Quand elle le dit, la femme du meunier haussa simplement les épaules. Elle dit que les grandes maisons fonctionnaient de manière mystérieuse, et qu'une fille dans la situation de Lynette ne devrait pas regarder la bonne fortune de trop près, de peur de l'effrayer. Elle y alla quand même, parce que le toit fuyait toujours, et que 4 pence par chemise ne le réparerait jamais. Elle refusa 2 fois de se laisser espérer que ce soit plus que de la chance. Elle avait appris jeune à ne pas faire confiance à la chance qui arrivait sans raison. Parce que la dernière fois que la fortune avait souri à sa famille, c'était il y a 6 ans. Et il n'avait souri que juste assez longtemps pour les ruiner. Son père, Thomas Hale, avait été garde-chasse en chef à Penrose pendant 11 ans. On lui confiait à la fois les registres de chasse et l'argent du gibier. Jusqu'à l'hiver où une somme disparut du coffre-fort du domaine. Et quelqu'un jura sous serment l'avoir vu la transporter par la porte de l'écurie. Il avait nié jusqu'au jour de sa mort. Mort tranquillement d'une fièvre pour laquelle personne ne prit la peine d'envoyer un médecin. 18 mois après son renvoi, dans une chaumière à 2 portes de celle où Lynn vivait encore. Aucun procès n'avait eu lieu. Aucun magistrat n'avait jamais entendu l'affaire correctement. Une grande maison n'a pas besoin d'un procès pour ruiner un domestique. Un mot de la bonne personne suffit. Lynette avait 19 ans quand c'est arrivé. Elle se souvenait de chaque détail avec la précision d'une blessure qui ne s'est jamais vraiment refermée. La gouvernante de cette année-là pleurant en emballant leurs quelques affaires. Le visage de son père devenu gris. Et puis la longue marche le long de l'allée avec tout ce qu'il possédait dans 2 paniers. Et personne de la maison assez courageux pour venir à la porte leur dire au revoir. Elle n'avait pas remis les pieds au-delà des grilles de Penrose depuis. Elle les franchit maintenant, un mardi matin gris, dans sa seule belle robe, avec son étui à aiguille dans sa poche et son cœur battant plus fort qu'elle ne l'aurait admis à quiconque. L'odeur de l'endroit n'avait pas changé. Cire d'abeille et vieille pierre, et en dessous, cheval et cuir de la cour. Une odeur qui la ramena directement à ses 9 ans, courant dans ces mêmes couloirs avec un message dans son poing que son père l'avait envoyé porter.
La gouvernante qui l'accueillit à la porte des domestiques n'était pas celle qui avait pleuré sur leurs affaires 6 ans auparavant. Celle-ci s'appelait Madame Pruy. C'était une femme carrée, sèche et posée d'environ 50 ans, avec un air qui suggérait qu'elle avait enterré plus de secrets dans cette maison que la plupart des gens n'avaient d'années à vivre. Elle toisa Lynn une fois, de la tête aux pieds, comme une femme regarde un tissu qu'elle hésite à acheter. « Hale, dit-elle, c'est votre nom? »« Oui, la fille de Thomas Hale. »« Oui. » Madame Pruitt ne dit rien de plus à ce sujet, bien que quelque chose ait traversé son visage, trop vite pour être lu. Partie avant que Lynette ne puisse demander ce que cela signifiait. Elle montra à Lynette la salle de couture, lui déposa 3 chemises déchirées et un panier de bas, et la laissa à son travail sans un mot de plus. Et si Lynette trouva cela étrange, elle était trop heureuse d'avoir un travail stable pour le remettre en question à voix haute. C'est le 4e jour qu'elle le vit pour la première fois depuis le pont, bien qu'elle ne sût pas du tout que c'était la 2e fois. On l'avait envoyée à l'étage avec un jeu de rideaux réparé pour le petit salon. Elle s'était perdue dans un couloir dont elle ne se souvenait pas. Était arrivée tout à fait par accident dans un hall où un homme se tenait au fond, lisant une lettre. Grand, les cheveux noirs, habillé trop simplement pour une maison de cette taille. Une cicatrice à travers un sourcil et des yeux de la couleur du thé fort. Stables, posé, les yeux d'un homme qui était presque toujours en train de penser. Il leva les yeux. Pendant un moment, aucun d'eux ne dit rien du tout. « Vous êtes nouvelle ?» dit-il. « Oui, monsieur. »« La salle de couture. »« Hale » dit-il, comme pour tester le son de ce nom. Bien qu'elle n'aurait pas pu dire comment il connaissait déjà son nom. « Vous avez raccompagné un garçon d'écurie chez lui sous la pluie la semaine dernière, et n'avez pas voulu prendre un shilling pour cela. » Elle sentit la couleur lui monter aux joues. « Je ne savais pas que quelqu'un avait vu. »« Non, dit-il. J'imagine que non. » Il ne sourit pas, mais quelque chose sur son visage se détendit un instant. De la manière dont la pierre se détend au soleil, à peine assez pour le remarquer. Repartit presque avant d'être arrivé. Il ne lui demanda rien de plus, hocha seulement la tête une fois, comme si une question personnelle avait trouvé sa réponse. Elle continua son chemin dans le couloir avec sa lettre. Et il fallut encore 3 jours avant qu'elle n'apprenne d'une soubrette de cuisine, avec plus de commérage que de bon sens, que l'homme simplement vêtu avec le sourcil balafré n'était pas du tout un intendant ou un secrétaire. Mais le duc de Penrose lui-même, Gideon Vane, maître de la maison dans laquelle on venait de la laisser revenir. Elle ne dormit pas bien cette nuit-là, retournant la rencontre encore et encore dans sa tête, se demandant ce qu'un duc voulait à la fille d'un homme que sa propre maison avait ruiné. Elle ne savait pas encore que quelque part dans cette même maison, dans un bureau fermé à clé où on ne l'avait pas encore envoyé, était accrochée une peinture qui répondrait à la moitié de ses questions et en ouvrirait 2 fois plus de nouvelles. Et que quand elle la verrait enfin, elle oublierait toutes les règles de bon service qu'on lui avait jamais apprises et crierait. Les semaines qui suivirent prirent un rythme qu'elle ne s'attendait pas à trouver confortable, et pourtant ce fut le cas. Elle se levait avant la maison, raccommodait ce qu'on lui donnait. Elle trouvait des notes pliées en 2, glissées dans les paniers de linge, qui lui demandaient, d'une écriture simple de gouvernante, de s'occuper de quelques petites tâches supplémentaires, toujours payées un peu mieux que le travail ne l'exigeait. Elle n'y vit rien de plus que de la gratitude. Elle ne savait pas que les instructions ne venaient pas du propre jugement de Madame Pruy, mais d'un mot glissé discrètement par le duc lui-même, qui avait pris l'habitude de s'enquérir du travail de la couturière, plus souvent qu'aucun duc n'avait de raison de s'enquérir de la couture. Elle apprit aussi, par bribes, comme les domestiques apprennent toujours les choses, que sa grâce n'était pas un homme très porté sur le sourire, qu'il avait perdu son père jeune et sa mère peu de temps après, qu'une tante, Lady Honoria Vane, avait dirigé la maison pendant sa longue minorité, et n'avait jamais tout à fait abandonné l'habitude de la diriger depuis. Elle apprit qu'il y avait eu autrefois des fiançailles rompues 2 ans auparavant, avec une femme dont les femmes de chambre parlaient encore dans des murmures prudents et méchants, une femme qui pleurait magnifiquement en public et était cruelle avec une servante dans la même heure, et que sa grâce n'avait courtisé personne depuis. Elle apprit, sans vouloir l'apprendre, qu'il était bon de manière qu'il semblait déterminé à ce que personne ne remarque. La vieille veuve Combe, au village, voyait son loyer payé par une main anonyme, chaque trimestre. Un garçon des écuries inférieures, maigre et bègue, avait récemment reçu de vraies bottes et une place au cours du soir du vicaire.
bien que personne ne puisse dire qui avait arrangé cela. Et Tam lui-même, quand Lynette le croisait dans la cour, baissait seulement la tête et disait que c'était un mystère pour lui aussi. Qu'une note était simplement arrivée avec son nom dessus et sans signature. Elle pensa à son propre pain donné au pont, et se demanda avec une petite douleur étrange qu'elle n'examina pas de trop près si la gentillesse non signée voyageait plus loin que la gentillesse qui demandait à être remerciée. C'est un jeudi pluvieux, 5 semaines après le début de son service, que Madame Prude l'envoya au bureau privé, avec une brassée de couvertures de registre réparées et un jeu de nouveaux rideaux pour la haute fenêtre. La seule pièce de la maison où on n'avait pas encore demandé à Lynn d'entrer. Elle frappa. Personne ne répondit, et la porte était entr'ouverte. Alors elle entra pour poser les rideaux sur le rebord de la fenêtre et changer les tentures pendant que la pièce était vide, pensant faire vite et être partie avant que quiconque ne la remarque. Le bureau sentait le cuir, la fumée de pipe et le vieux papier. Une pièce de travail, pas une pièce de prestige. Des étagères bondées de livres de comptes et un bureau marqué par des années d'utilisation. C'est le mur au-dessus de la cheminée qui l'arrêta. Une peinture y était accrochée, ni grande ni neuve. Un portrait de groupe d'une douzaine d'hommes rassemblés devant les marches de l'entrée du manoir. Ce qui semblait être un matin de chasse. Des chiens à leurs talons, des fusils cassés sur leurs bras. Un Gideon Vane beaucoup plus jeune, debout près du centre. Peut-être 16 ans sur la peinture, mince et solennel même alors. Et juste derrière son épaule, dans le simple manteau d'un garde-chasse, se tenait un homme que Lynette aurait reconnu n'importe où dans le monde, sous n'importe quelle lumière, à n'importe quel âge, parce qu'elle avait passé 19 ans de sa vie à lever les yeux vers ce même visage stable, buriné et quelconque, de l'autre côté d'une table de cuisine, son père. Elle ne se souvint pas avoir traversé la pièce. Elle était seulement consciente d'être debout juste sous la peinture. Une main posée à plat contre le manteau de la cheminée, comme si elle en avait besoin pour rester debout, et d'une voix sortant d'elle qu'elle reconnut à peine comme la sienne, trop forte pour la pièce, trop forte pour la bouche d'une servante dans le bureau privé d'un duc. « Monsieur ». La porte s'était ouverte derrière elle. Elle ne l'avait pas entendu. « Pourquoi mon père est-il sur le portrait de votre bureau ?» Gideon Vane se tenait dans l'embrasure de la porte avec une lettre encore à la main, et tout ce qu'il était venu dire mourut avant d'atteindre sa bouche. Il la regarda, puis regarda au-delà d'elle, la peinture, la version jeune de lui-même, et l'homme se tenant tranquillement à son épaule. Et quelque chose traversa son visage, quelque chose pour lequel Lynette n'avait pas encore de nom, quelque chose qui n'était pas tout à fait de la culpabilité, ni tout à fait du chagrin, et qui était peut-être les deux, portant les vêtements l'un de l'autre. « Fermez la porte, dit-il, pas brusquement, d'une voix très basse. Elle ne bougea pas pour la fermer. Ses mains avaient commencé à trembler très légèrement, et elle les pressa l'une contre l'autre pour les calmer. Parce qu'elle s'était entraînée il y a des années à ne pas laisser ses mains dire aux étrangers ce qu'elle ressentait. « Vous saviez, dit-elle, vous saviez qui j'étais avant même que je ne franchisse votre portail. Oui. Vous saviez au pont. » Un silence. « Oui. Et vous n'avez rien dit. »« Non, dit-il. Je n'ai rien dit. » Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit de plus, la porte qui se tenait derrière l'un s'ouvrit plus largement, et la voix d'une femme arriva dans la pièce, avant la femme elle-même, froide, portante, la voix de quelqu'un habitué depuis longtemps à être obéi à l'instant même où elle commençait à parler. « Gideon, que diable fait une couturière à crier dans votre bureau privé ?» Lady Honoria Vane était grande, les cheveux argentés, vêtue d'un gris de deuil qu'elle portait depuis si longtemps qu'il avait cessé de signifier quoi que ce soit. Et elle regarda Lynn comme une femme regarde une tache qu'elle vient de découvrir sur du beau linge. Son rire, quand il venait, arrivait en 3 temps courts et étudiés, un son conçu pour les salons, destiné à rabaisser plutôt qu'à amuser. « Hail !» dit-elle une fois que quelqu'un lui eut fourni le nom, comme si elle goûtait quelque chose d'acide. « Bien sûr, la fille du voleur. Je me demandais bien ce qu'était devenue la salle de couture de mon neveu. » « Mon père n'était pas un voleur, » dit Lynette. Sa voix ne s'éleva pas. Elle n'en avait pas besoin. « Quoi que vous croyiez, madame, ou quoi que vous ayez arrangé pour que les autres le croient, je sais ce qu'il était. Vous savez ce qu'une enfant se souvient de son père, » dit Lady Honoria. « Ce qui n'est jamais la même chose que la vérité. De l'argent a disparu de cette maison, ma fille, et votre père avec. Et si sa grâce a choisi de garder son portrait au mur par une tendresse déplacée pour les serviteurs de son enfance,
c'est la particularité de sa grâce, pas la preuve de quoi que ce soit. Cela suffit, dit Gideon. Ce n'était pas fort, ce n'était pas nécessaire. Quelque chose dans ces deux mots mit fin à la conversation comme une porte arrête un courant d'air. Et Lady Honoria, malgré sa longue habitude du commandement, sembla sentir le changement dans la pièce. Elle n'insista pas davantage. Elle rassembla seulement le reste de son sang-froid et sortit avec la dignité particulière d'une femme qui a l'intention d'avoir le dernier mot plus tard, en privé, là où il fera plus de dégâts. Lynette resta très immobile après que la porte se fut refermée. Elle ne pleura pas. Elle avait appris il y a longtemps à ne pas pleurer là où ça se voyait. Mais ses mains, quand elle les regarda, n'avaient pas cessé leur petit tremblement fin. Et Gideon Vane, en la regardant, parut un instant comme si la tristesse sur son propre visage pourrait le défaire plus vite que n'importe quel mot. « Je vous dois une explication, dit-il. Je ne suis pas en mesure de tout vous expliquer aujourd'hui. Je vous demande de croire que ce n'est pas de la lâcheté. Il y a des parties de cette histoire qui ne m'appartiennent pas encore entièrement à révéler. »« Alors quand, dit-elle, vous appartiendront-elles à révéler ?» Il ne répondit pas à cela. Il regarda seulement à nouveau la peinture. Le garçon qu'il avait été, et l'homme se tenant, calme et non accusé, à son épaule. Et quelque chose sur son visage se referma comme une porte se ferme, doucement, mais se ferme. Elle quitta le bureau sans que les rideaux ne soient accrochés, sans un mot de plus, et retourna à la salle de couture avec le visage de son père brûlant encore derrière ses yeux. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort de sa mère, elle se permit, seule dans le noir, de pleurer là où absolument personne ne pouvait la voir. Elle n'est pas retournée le voir. Pendant 3 jours, elle resta dans la salle de couture et ne parla à personne au-delà de ce que son travail exigeait. Retournant la scène du bureau encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne lisse et ne lui apprenne plus rien de nouveau. Lady Honoria trouva des moyens, pendant ce temps, de faire en sorte que sa présence dans la maison ressemble à une erreur en train d'être discrètement corrigée. Une remarque lâchée à portée de voix de Lynn, mais jamais tout à fait en face d'elle. Sur les filles qui devraient connaître leur place et ne la connaissaient pas. Une tâche assignée puis contremandée avant d'être à moitié finie. De sorte que rien de ce que Lynn faisait ne pouvait jamais être qualifié de complet ou de correct. Le 3e soir, Madame Pruy la trouva dans la lingerie. Elle lui dit, non sans gentillesse, que sa dame se demandait pourquoi une couturière requérait autant d'attention privée de la part de sa grâce, et qu'il serait peut-être plus sage pour un temps que Lynn reste dans les pièces du bas. « Je crois que je comprends ce qu'on me demande, » dit-elle. « On ne vous demande rien, » dit Madame Pruy. « Pas par moi, mais je maintiens la paix de cette maison depuis 20 ans, ma fille, et je reconnais une tempête qui se prépare quand j'en vois une se préparer. » Cette nuit-là, Lynette écrivit une courte lettre de sa main simple et soignée, remerciant sa grâce pour l'emploi, et l'informant qu'elle n'y retournerait pas après la fin de la semaine. Elle ne donna aucune raison. Elle ne se faisait pas confiance pour en écrire une sans en écrire plus qu'elle ne le voulait. Elle se dit, en la pliant, qu'elle protégeait sa propre dignité, qu'elle ne resterait pas dans une maison où la gentillesse et la pitié se ressemblaient tant de là où elle se trouvait, et où chaque bonne chose qui lui était arrivée depuis le pont pourrait, pour tout ce qu'elle en savait, n'être rien de plus que la conscience coupable d'un homme riche trouvant une forme pratique. Elle croyait, en cette heure sombre, que quel que soit le respect que le duc éprouvait pour elle, il était bâti sur une dette, pas sur elle, qu'il l'avait engagée, non pas parce qu'il souhaitait la connaître, mais parce qu'il devait à son père quelque chose qu'il n'avait jamais payé, et qu'une fois la dette réglée dans son propre esprit, il la laisserait partir comme un homme dépose un poids qu'il a porté trop longtemps. C'était, pensa-t-elle, la plus solitaire des gentillesses. La gentillesse offerte parce qu'une conscience l'exige, plutôt que parce qu'un cœur l'a choisie. Et elle préférait retourner à 4 pence la chemise et à une honnête fuite de toit, plutôt que de vivre dans cette incertitude particulière un jour de plus. Elle laissa la lettre à Madame Pruy le matin, et le soir, elle était de retour dans sa propre chaumière à Millbrook, le feu froid, le toit fuyant toujours dans son coin. Et la pluie, qui n'avait jamais vraiment cessé depuis le début de l'histoire, tombant régulièrement sur le chaume au-dessus d'elle, tandis qu'elle était assise, les mains jointes, et ne répondait pas, même à elle-même, à la question de savoir si elle avait fait une chose courageuse, ou seulement une chose effrayée.
4 jours passèrent à Millbrook sans aucune nouvelle du manoir. Et Lynn se dit que ce silence était la preuve qu'elle avait jugé juste, que quoi que ce soit qui ait attiré l'attention d'un duc sur une couturière avait été résolu dès que la couturière s'était retirée de sa vue. Elle reprit les chemises d'un fermier. Elle raccommoda un jupon déchiré pour la femme du meunier. Elle ne pensait pas à la peinture, ou se disait qu'elle n'y pensait pas. Bien qu'elle se soit surprise 2 fois debout à sa petite fenêtre, regardant la route en direction du manoir, comme si quelque chose pouvait encore en venir. Le 5e soir, quelque chose arriva. Madame Pruitt elle-même arriva à la porte de la chaumière, essoufflée par la marche, son chapeau trempé, et ne voulut pas s'asseoir avant d'avoir dit ce qu'elle était venue dire. « Vous êtes parti avant que je puisse vous dire le reste, dit-elle. Je vous ai laissé partir parce que je pensais que ce n'était pas à moi de le dire. Mais j'ai changé d'avis ces 4 dernières nuits, et je suis trop vieille pour continuer à mal dormir à cause des secrets des autres. » Elle s'assit alors près de l'âtre froid, et raconta à Lynette ce que 20 ans dans cette maison lui avaient appris, et ce qu'elle n'avait jamais dit à voix haute à quiconque en bas. Thomas Hale n'avait jamais volé un sou. La somme manquante, toutes ces années auparavant, avait en fait servi à couvrir une dette de Lady Honoria elle-même, contractée aux cartes dans un cercle qu'elle avait honte de fréquenter. Et quand le coffre-fort fut trouvé à court, elle avait juré devant le vieil intendant qu'elle avait vu le garde-chasse porter un sac depuis la porte de l'écurie. Un mensonge construit en un après-midi, et jamais rétracté. Parce que le rétracté aurait signifié avouer la dette, et la dette aurait signifié avouer la compagnie qu'elle fréquentait. Gideon avait 16 ans cet hiver-là, il était au pensionnat, et n'était rentré qu'après que le renvoi fut déjà chose faite. Trop jeune et trop impuissant dans sa propre maison pour défaire ce que sa tante, en tant que maîtresse par intérim de sa longue minorité, avait déjà mis en branle. « Il connaît la vérité depuis des années, » dit Madame Pruitt. « Il la connaît et ne peut rien prouver. Parce que votre père était parti et mort avant qu'il ne soit assez âgé pour agir, et le seul témoin qui pouvait le confirmer était la femme même qui avait menti. Il a passé chaque année depuis à essayer de payer une dette qu'il ne peut admettre devoir sans déshonorer le nom de sa propre famille. Le loyer payé pour la chaumière de la veuve Combe. Le médecin envoyé à votre mère l'hiver où elle est tombée malade pour la première fois, bien qu'elle n'ait jamais su qui l'avait envoyé. Ni vous, je pense. » Lynette eut le souffle coupé. C'était lui. C'était lui. Les bottes pour le jeune Tam, le cours de lecture. Votre propre embauche, ma fille, n'était pas de la pitié, et ce n'était pas seulement de la culpabilité. Quoi que vous vous soyez raconté ces 4 dernières nuits, il vous a observé à ce pont avant de connaître votre nom. Et quand il a appris de qui vous étiez la fille, il m'a dit lui-même clairement qu'il préférerait vous voir prouver que vous aviez raison sur l'honneur de votre père, plutôt que de voir le nom de sa propre famille rester propre grâce au silence. Ce n'est pas une petite chose à dire pour un homme comme lui. Il ne dit pas grand-chose du tout, comme vous l'avez peut-être remarqué. Alors pourquoi garde-t-il cela secret? Dit Lynette. S'il y croit, pourquoi ne pas laver le nom de mon père une bonne fois pour toutes devant tout le comté et en finir? Parce que pour le laver complètement, dit Madame Pruitt, il doit traiter sa propre tante de menteuse devant des témoins qui demanderont pourquoi il a attendu si longtemps pour le faire. Et il a pesé, je pense, s'il avait le courage pour ce règlement de compte particulier. Il a gardé le portrait parce qu'il ne pouvait pas supporter de décrocher le visage de votre père de son mur, ma fille. Pas une seule fois en 9 ans. Peu importe ce qui lui en coûtait de le regarder. Ce n'est pas le comportement d'un homme qui règle une dette. C'est le comportement d'un homme qui a été désolé chaque jour et qui n'a pas su comment le dire. Lynette resta assise un long moment après le départ de Madame Pruitt, le feu prenant enfin, la pluie s'apaisant enfin dehors. Et elle pensa de nouveau à la peinture, pas avec colère cette fois, mais avec quelque chose de plus proche du chagrin pour un garçon de 16 ans. Un garçon rentré trop tard pour sauver un homme bon. Et qui avait passé chaque année depuis à payer discrètement pour cela, avec une monnaie qui ne portait jamais son nom. Elle ne savait pas, assise là, que le soir même suivant l'amènerait à sa propre porte, sous la pluie à nouveau. Sans son carrosse, et sans que son titre ne soit annoncé avant lui. Pour dire à voix haute les choses que Madame Pruitt n'avait pu dire que pour lui. Il vint le soir suivant à pied, comme il était venu au pont des semaines auparavant, son col relevé contre une pluie qui s'était adoucie en brume. Et quand Lynn ouvrit sa porte à son cou, elle le trouva là, sans chapeau ni gants.
ayant l'air, pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, moins comme un duc que comme un homme qui avait marché longtemps pour dire quelque chose qu'il avait peur de mal dire. « Je ne vais pas vous laisser debout sous la pluie, » dit-elle, et elle s'écarta pour le laisser entrer. La chaumière était petite et chaude, et sentait la fumée de bois et les restes d'un ragoût de lapin. Et il la regarda une fois, le rideau raccommodé et la couverture reprisée, pliée proprement sur la chaise, avec une expression qu'elle ne put lire avant qu'il ne parle. « Mon nom, dit-il, n'est pas un nom dont je vous ai encore donné l'entier usage. Vous m'avez appelé monsieur et votre grâce. Les deux sont vrais, et aucun n'est ce que je vous demanderai maintenant, si vous me permettez de le demander. Mon nom est Gideon. Je connais votre nom, dit-elle. Tout le village connaît votre nom. Alors laissez-moi vous dire la partie que le village ne connaît pas, dit-il, parce que je pense que vous l'avez méritée en entier, et j'ai repoussé le moment de vous la donner pendant 4 jours, par une sorte de lâcheté que je ne suis pas fier d'admettre. Il lui raconta alors, debout dans sa petite pièce chaude, avec la pluie s'adoucissant dehors, tout ce que Madame Pruy lui avait déjà dit, et plus encore, parce que c'était à lui de le raconter d'une manière que le récit de la gouvernante ne pourrait jamais tout à fait être. Il lui dit qu'à l'âge de 11 ans, il était allé dans l'étang du moulin suite à un défi qu'il avait été trop fier pour refuser, et que Thomas Hale avait été celui qui l'avait sorti de là, à moitié noyé, et n'avait jamais mentionné la dette qu'on lui devait par la suite. Ni au vieux duc, ni à personne. Comme si sauver la vie d'un garçon n'était que le travail ordinaire d'une journée de garde-chasse. Il lui dit qu'il était au pensionnat 5 ans plus tard, quand le mensonge de sa tante mit fin à l'emploi de ce même homme, et en 18 mois, à sa vie. Et qu'il était rentré pour trouver la chose déjà faite, et personne ne voulant la défaire, surtout pas la tante qui l'avait faite. « J'ai passé 9 ans, dit-il, à essayer de payer une dette que je ne pouvais pas nommer à voix haute à une famille à qui j'avais fait du tort seulement en étant trop jeune pour empêcher le tort. J'ai gardé le portrait, parce que je ne pouvais pas me résoudre à décrocher son visage de mon propre mur, alors que je lui devais encore tout ce que j'ai. Et puis je vous ai vu à ce pont, défendant un garçon qui ne pouvait rien vous donner en retour, refusant un shilling dont vous aviez grand besoin. Et j'ai compris, debout sous ce tilleul, que je regardais enfin la fille de l'homme qui m'a sorti de cet étang, faisant exactement le genre de choses qu'il aurait faites, sans savoir que quelqu'un d'important la regardait faire. Je voulais voir qui vous étiez, avant que vous ne sachiez qu'un duc pouvait vous voir. C'est le seul test qui, j'en suis venu à le croire, dit jamais la vérité sur quelqu'un. Et vous l'avez réussi avant même que j'aie pensé à le mettre en place. Lynette ne répondit pas tout de suite. Le feu crépita une fois dans l'âtre. Quelque part dehors, un oiseau, dérangé par l'éclaircie, lança un cri dans l'obscurité humide, et se tut à nouveau. « Vous avez arrangé ma place dans votre maison, » dit-elle, avant même que je ne connaisse votre visage. « Je l'ai fait. Vous m'avez laissé y entrer aveuglément. J'ai fait cela aussi. Et j'en suis désolé, bien que je ne sois pas désolé de vous y avoir amené. Je ne savais pas comment vous avoir assez près pour savoir, en toute justice pour vous deux, si ce que je ressentais en vous regardant à ce pont n'était que la culpabilité portant un visage plus aimable. Ce n'était pas le cas. Je le sais depuis quelques semaines maintenant, et j'ai été un lâche à l'idée de le dire clairement. « Et que voulez-vous de moi maintenant ?» dit-elle, après l'avoir dit. « Rien, dit-il. » Et le mot sortit plus doucement que tout ce qu'il avait dit d'autre. « Je ne veux pas de votre gratitude. Je n'accepterai pas votre oui, si ce n'est que le soulagement qui parle, ou le devoir, ou la forme d'une dette que vous sentez me devoir en retour de ce que j'ai maladroitement essayé de payer à la mémoire de votre père. Je préférerais avoir votre non librement donné, plutôt qu'un oui que vous vous sentiriez obligé de me donner. Je ne vous demande rien ce soir, je suis seulement venu vous dire la vérité, toute la vérité, parce que vous la méritiez bien avant maintenant, et parce que je découvre que je ne peux pas supporter que vous me preniez seulement pour un homme qui règle ses comptes. » Elle le regarda un long moment. Cet homme grave, peu séduisant, debout, dégoulinant dans sa petite chaumière, sans rien d'apprêté en lui, pas de titre dans sa voix, pas de demande dans ses mains, et quelque chose dans sa poitrine, serrée depuis 6 ans, se détendit pour la première fois dont elle se souvenait. « Vous m'avez donné beaucoup à réfléchir, dit-elle. Je découvre que j'aimerais quelques jours pour y réfléchir correctement,
sans que vous soyez dans l'embrasure de ma porte à me regarder comme ça. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, quelque chose qui était presque un sourire traversa son visage. Maladroit est parti aussi vite qu'il était venu, mais réel. Prenez autant de jours que vous le souhaitez, dit-il. J'ai attendu 9 ans pour dire ce que j'ai dit ce soir. Je peux bien attendre un peu plus longtemps votre réponse. Il disparut pendant la semaine, dans le sens où il ne revint pas à sa porte. Mais des nouvelles arrivèrent à sa place. Madame Preet vint 2 fois de plus avec la nouvelle que Lady Honoria avait été priée, clairement et sans la douceur habituelle de son neveu, de se retirer chez sa sœur à Scarborough pour la saison, et était partie à la fin sans la dispute que tout le monde attendait. Parce qu'un homme qui a enfin trouvé son courage sur un sujet est susceptible de le trouver plus vite sur les autres. Un avis avait été publié, discret mais sans équivoque, dans le journal du comté, corrigeant les faits sur l'affaire du coffre-fort d'il y a 9 ans. Et nommé Thomas Hale, garde-chasse, accusé à tort. Tam Ruddock avait enfin obtenu un véritable apprentissage dans les écuries du manoir, avec ses cours de lecture continuant 3 soirs par semaine, et était venu lui-même, timide et bégayant de fierté, annoncer la nouvelle à Lynn, à sa propre porte. Elle réfléchit à tout cela pendant 6 jours, assise dans sa petite chaumière avec le toit enfin réparé, bien qu'elle n'ait jamais appris, ni trop demandé, quel argent avait payé le couvreur. Le 7e jour, elle se rendit elle-même au manoir de Penrose, sans s'annoncer, et demanda à Madame Preet de la conduire au bureau privé. Gideon était à son bureau quand elle entra, et se leva dès qu'il la vit, et ne parla pas le premier, ce qu'elle remarqua et dont elle fut reconnaissante. « J'y ai réfléchi correctement, dit-elle, comme vous me l'avez demandé. Et je ne veux pas d'un duc, dit-elle. Je n'en ai jamais voulu, et je ne suis pas tout à fait sûre d'en vouloir un maintenant. Mais je découvre que je veux l'homme qui se tenait sous ma porte sous la pluie, et qui m'a dit la vérité quand cela lui coûtait de la dire. Si vous pouvez me promettre cet homme, et non celui qui laisse sa tante faire régner les silences dans sa maison, je vous donnerai ma réponse. Et c'est oui. Je peux vous promettre cet homme, dit-il. J'essaye de le devenir depuis quelques années maintenant. Vous m'avez simplement surpris plus près d'être achevé que je ne le pensais. Elle lui tendit alors la main, pas pour un baiser, seulement pour qu'elle soit tenue, et il lui retira le gant lui-même, doigt par doigt, lentement et avec soin, comme si cette petite tâche méritait toute son attention. Et quand sa main nue reposa enfin dans la sienne, aucun d'eux ne la lâcha pendant un long moment. Ils se marièrent au printemps suivant, discrètement, dans la petite chapelle de Penrose, plutôt que dans la grande de la ville du comté, bien qu'un mariage de duc ne soit jamais entièrement petit, quoi qu'il prévoie. Et la moitié du village vint se tenir au fond de l'église malgré tout. 1 an plus tard, par une soirée pas si différente de celle qui les avait réunis pour la première fois, un feu brûlait doucement. Dans le même petit bureau, où une peinture avait un jour fait crier une couturière, la peinture était toujours là. Bien qu'un second cadre plus petit ait été placé à côté maintenant, contenant l'avis du journal du comté, déjà jauni, mais fièrement exposé, et sur le manteau de la cheminée, en dessous des deux, se trouvait un simple sifflet en bois sculpté, qui avait autrefois appelé les chiens, pour un garde-chasse mort depuis longtemps. Ayant reçu une place d'honneur qu'il avait attendu 9 ans pour mériter, Lynette était assise près du feu, la main de son mari entrelacée dans la sienne, nue, posée, et elle ne la lâcha pas. Et quelque part dans la cour de l'écurie, un garçon, plus tout à fait aussi maigre, souhaita bonne nuit aux chevaux. D'une voix qui ne bégayait presque plus du tout. Une maison se souvient le plus longtemps, au final, non pas de la richesse qui a traversé ses pièces, mais de la vérité qu'on a finalement laissé s'afficher là, à la vue de tous. C'est là que cette histoire particulière trouve son repos. J'espère qu'elle vous a trouvé dans un endroit chaleureux pendant ce temps. Si l'histoire d'une femme qui réparait ce qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre, et d'un duc qui honorait une dette que personne ne lui demandait de payer, est le genre d'histoire que vous aimez, abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer la prochaine. J'adorerais savoir dans les commentaires quel titre vous auriez donné à ce portrait, une fois qu'il a enfin été exposé au grand jour. Dites-moi le nom que vous lui auriez choisi. D'ici là, reposez-vous bien, et je vous retrouve ici bientôt avec une autre histoire qui vaut la peine de veiller.